Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. L'occasion pour moi de faire un bilan de cette première partie de l'année et de conclure également cette saison 3 en podcast. Oui, 25 épisodes en comptant celui-ci avec des films, des news mais aussi une série puisque j'avais suivi The Last of Us chaque semaine et fourni une analyse complète. Je sais que j'ai pas été si régulier que cela et surtout après le mois de mars, mais j'ai dû prioriser ma vie personnelle et surtout professionnelle puisque j'ai entamé un contrat professionnel qui prend beaucoup de mon temps. Alors aura-t-on une saison 4? Eh bien, pas pour tout de suite. Je vais mettre en pause les activités YouTube le temps de retrouver une situation bien plus stable et pour vous faire le meilleur contenu possible. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un top ou un flop de l'année par exemple, ou de vous parler d'un film qui m'a vraiment plu comme j'ai pu le faire avec Aftersun. Mais en attendant, ce petit podcast pour conclure cette saison est pour vous et je vous remercie encore d'être toujours présent sur la chaîne et sur les ondes du podcast. Bref, un grand merci. Ici, nous allons revenir sur cette première moitié de 2023 dans le monde du cinéma. Et est-ce qu'on peut dire déjà que ça devient très intéressant si on analyse les chiffres? On y reviendra, mais beaucoup semblent pessimistes alors que ma vision semble être beaucoup plus positive que cela et j'expliquerai pourquoi. Dans un premier temps, je ferai un petit bilan des films que j'ai vus cette année. Je les traiterai en surface, pas une analyse complète, mais cela vous donnera un léger avis sur les films que j'ai aimés ou non. Dans un second temps, nous ferons un rapide tour sur le succès ou non de certains films et on s'interrogera aussi sur l'avenir du cinéma de divertissement. Cela complétera aussi ma vidéo sur l'aseptisation du cinéma dans sa globalité et pour finir, les attentes de fin d'année puisque ça va avec. Beaucoup de sujets à traiter, normal, ça fait un petit moment que je vous ai laissé sans news, alors ça commence maintenant. Alors pour Babylon, il existe une analyse complète sur le film, et voilà, le film de Damien Chazelle est pour moi son meilleur. Je vous invite donc à aller voir ma vidéo pour plus d'informations, sans que ce soit non plus le film de l'année. J'ai été transporté et je le reverrai évidemment avec plaisir. Film qui est passé presque inaperçu, et pourtant, le film tient en haleine. Peut-être la fin, qui est un poil décevant, mais qui fait véritablement le café. Divertissant et porté par de bons acteurs, le soufflet retombe dans son explication un peu trop forcée, qui aurait gagné en substance en étant symbolique au lieu de nous dévoiler l'information assez évidente des fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ant-Man nous dévoilant le prochain Thanos avec une IA en guise de scénario. À force de bouffer réchauffer, on en perd le goût. Les effets spéciaux auraient pu nous faire vomir, mais on a eu The Flash quelques temps plus tard, alors tout est relatif. Un Marvel qui continue sa descente aux enfers et n'a définitivement plus grand chose à dire. Dans la lignée du premier long métrage, en un petit peu moins bien, il faut bien l'avouer, Philippe Lachaud a toujours de bonnes idées et continue de faire du bien au cinéma français et à la comédie tout court. Bon, parfois certaines scènes sont en surjeu, mais j'ai tout de même bien rigolé à certaines blagues qu'on ne voit pas tout le temps venir. De même que pour Babylon, Aftersun de Charlotte Wells a une vidéo dédiée qui va un peu plus dans le détail. Un très grand film, comme j'ai pu déjà le dire, qui ne manque pas d'idées de mise en scène. Charlotte Wells est une artiste à suivre sans aucun doute. Très déçu de ce long métrage qu'est Fablesman de Steven Spielberg dont j'attendais beaucoup. Par chance, même le petit Spielberg aura toujours quelque chose, une âme, un plan pour t'apprendre quelque chose. J'avais beaucoup aimé The Father, mais je dois avouer que celui-là, je suis resté totalement extérieur au film. Si Hugh Jackman et Laura Dern sont impeccables, je suis très déçu de la mise en scène de Florian Zeller, ainsi que la prestation du jeune adolescent en surjeu qui me faisait sortir du film. Le mal-être suicidaire était tellement plus efficace et plus intime dans Aftersun par exemple. Si le film The Whale de Darren Aronofsky aura permis à son acteur de récupérer la fameuse statuette, le film quant à lui reste émouvant certes, mais pas de quoi non plus en faire des tonnes, si vous me permettez l'expression. Porté par Adam Driver, 65, et bien écoutez, vous allez rire, mais j'ai plutôt aimé le film. Alors je vais m'expliquer, pour moi il manque 15 à 20 minutes quand même, pour que ce soit vraiment très très cool. Le film va malheureusement trop vite. Mais sinon, rien de honteux pour ma part. On passe un bon moment devant, même si j'en conviens, ça manque un peu de dino, ça manque un peu de fond aussi parfois, mais honnêtement, je me suis moins ennuyé que les films de super-héros qui sont bien plus honteux aujourd'hui. Shazam 2 reste une vaste blague, tout comme le premier d'ailleurs. Nul à chier
fait, comme disent les critiques, un flop plutôt bien mérité. Les studios, tout comme Zachary Levi, ne se sont pas posé les bonnes questions. Qu'est-ce que Shazam pourrait apporter de différent vis-à-vis des autres films de super-héros? Nul doute, ce film n'apportera rien, tout comme le premier encore une fois, au paysage des films de super-héros. Ce sont des héros complètement interchangeables, avec en guise de message rien de plus important que la family, avec en plus de ça une bouillasse numérique. Toujours aussi classe, beau et une conclusion plus que parfaite, la quadrilogie reste une masterclass de mise en scène et de chorégraphie digne des plus grands ballets russes. Seul défaut que je trouve à ce chapitre 4 de John Wick, c'est bien sûr sa longueur. Le film est parfois malheureusement trop long. J'avais pas trop aimé forcément le deuxième Creed. Le troisième malheureusement n'en dit pas plus sur le personnage, sur son évolution. Les Rocky avaient toujours une leçon de vie à nous conter. Creed fait du surplace, reste la réalisation qui n'est pas si idiote que ça. Michael B. Jordan arrive tout de même à faire quelques plans léchés. J'attendais beaucoup Beau is Afraid de Ari Aster. J'ai fait une vidéo sur le cinéma d'Ari Aster avec une analyse assez complète. Et Beau is Afraid réunit un peu toutes ses obsessions, au point de faire durer les choses en plusieurs actes, comme si nous avions plusieurs films en un. Cela ne manque pas d'imagination, encore une fois, cela reste du cinéma de niche, mais il en faut des cinéastes comme ça. Je peux que vous le conseiller si vous aimez son cinéma, cependant j'admets qu'il s'agit du film le moins bon de sa filmographie. Je trouve les 3 heures beaucoup trop longues, et je n'ai aucune envie de le revoir, contrairement à Hérédité ou encore Midsommar. Donjons et Dragons est une bonne surprise. Ce film est fait de la bonne façon. Il n'a qu'une ambition, divertir et le faire bien. Croyez-moi, cela manque beaucoup dans le cinéma de divertissement. Bref, c'est drôle, ambitieux, et oui, c'est étonnamment réussi, sachant que je n'étais pas forcément le public de base. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce film, par exemple Super Mario, puisque c'est pas une surprise, mais il est vachement bien. Il mérite bien son succès, les références sont au top, c'est plutôt bien écrit dans l'ensemble. Bref, ça ravira autant les petits que les grands. Donc si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à le regarder. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors je suis pas un grand fan des Gardiens, vraiment je n'avais pas compris le côté soi-disant frais, comme disaient les spectateurs du premier film. Cependant, vu ce qu'on a eu cette année en film de super-héros, force est de constater que les Gardiens restent au-dessus de la mêlée. Et oui, ce troisième film est plutôt bon, même le meilleur de la trilogie je dirais. Même si le méchant reste totalement osef, ce troisième film est très propre et très bien réalisé, malgré que je n'aime pas forcément le cinéma de James Gunn, il faut le savoir, cela fonctionne plutôt bien. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est tout simplement de l'art. Certains plans sont de véritables tableaux et l'histoire reste au-dessus de tous les films Spider-Man que j'ai connus. J'en fais des caisses, vous me direz, mais je peux vous assurer que comme le premier film, il mérite un Oscar sur l'animation tellement c'est créatif, ambitieux et j'ai envie de vous dire vivement la suite. L'Exorciste du Vatican est un petit navet très cher, qui ne sait pas faire un film, L'Exorciste justement. Bordé d'humour, oui, j'ai bien dit humour, c'est une parodie, pas drôle, sur un surjeu constamment, qui ne raconte rien avec une mise en scène totalement absente. Il est évident que ce film finira dans les flops de l'année. Et on va parler de The Flash, un film qui est un ratage complet, tout a déjà été dit sur le film, il en résulte quelque chose d'intéressant, mais on va y revenir. En tout cas, sûrement le ratage de l'année 2023. Alors bon, ça c'est pour les avis personnels, mais les chiffres du monde du cinéma de divertissement en disent long. En effet, la plupart des blockbusters cités ont floppé au box-office. Force est donc de constater que la nostalgie ne paie plus, faire revenir Papy Keaton ne fera pas un bon film, ni mettre des Yes Man aux commandes. Les films coûtent de plus en plus cher, ce qui est de plus en plus un risque de ne pas se retrouver son investissement avec des méthodes qui sont pas forcément non plus honorables, comme faire pression sur les équipes des effets spéciaux avec des délais de plus en plus courts, car il faut sortir un film de super-héros tous les 6 mois. Avec l'ensemble de ces flops, le fait que l'argent est bien perdu, la nostalgie et les scénarios bas de gamme ne font plus recette, et c'est là que je dis que c'est une bonne nouvelle. En effet, les studios doivent se remettre en question. À force de vouloir plaire au public et d'en avoir parfois même peur, on fait pas
pas forcément de bons films. Ce n'est pas pour se faire un rail de nostalgie, c'est pour voir de la nouveauté, d'être impressionné. Il n'est pas étonnant de voir le succès de films d'animation comme Super Mario ou encore Spider-Man Across the Spider-Verse qui proposent de bonnes idées, une bonne mise en scène et une histoire passionnante qu'on n'a pratiquement jamais vue. On peut citer également le 4e opus de John Wick qui a eu le meilleur succès de tous les épisodes de la franchise. Si on regarde les succès, ils ont été mérités. Ce n'est pas faire un remake live inutile, refaire vivre même les vieilles franchises qui ne fonctionnent plus, les dépoussiérer avec un rectus satisfait, ni même de sortir ces vieux jouets du placard qui fera revenir les personnes au cinéma. Non, aujourd'hui c'est la promesse de bons films car les studios, avec des trailers ou voire même les bandes annonces, on sait si le film sera bon ou non. À force de beaucoup en dévoiler, les gens ne sont plus dupes. Il suffit de regarder The Flash par exemple, quand de nombreux acteurs se sont empressés de dire que c'était meilleur que The Dark Knight ou voire même l'équivalent quand tu regardais la bande-annonce du film. Désolé, mais ça avait l'air déjà bien dégueulasse. Quand on regarde le trailer de Ant-Man, à quel moment ça donne envie, sachant que les deux premiers étaient déjà très mauvais. Shazam 2, qui a demandé ce film après la bouse qu'était le premier, je veux dire, vous connaissez un fan du film Shazam sans déconner? Et l'avenir ne semble pas non plus radieux. Blue Beetle, qui a envie de voir ça franchement. Il a beau être dans l'univers de James Gunn, le film est déjà en train d'être enterré rien que dans sa bande-annonce, alors que les studios misent sur des caméos surprises, mais ça aussi, on en reparlera un jour, mais ça ne fait plus recette. Il suffit de regarder par exemple Black Adam. Tous ces flops sont une bonne nouvelle, car les succès engendrés cette année sont mérités. Les gens choisissent leurs films et deviennent plus exigeants. Les studios, depuis 2015, qui font revenir les franchises pour les aseptiser et prennent les spectateurs pour des cons en leur mettant sur le produit final, eh bien, le vent commence à tourner. Voilà pourquoi il s'agit d'une bonne nouvelle. Et contrairement à ce que les gens disent, les gens ne désertent pas tant que ça les salles de cinéma. Ils reviennent de plus en plus, mais exigent plus de qualité. Sur les 6 premiers mois de 2023, la fréquentation s'établit désormais à 91,7 millions d'entrées, soit 26% de plus par rapport au premier semestre 2022. Et 12% de moins certes que la moyenne 2017-2019 avant Covid. Alors j'ai espoir que les studios doivent changer leur façon de produire les films. J'ai espoir que le budget soit plus réfléchi en misant davantage sur un scénario et une mise en scène créative. J'espère même un nouvel Hollywood dans les années à venir comme celui qui s'est passé avec le surplus des films de western jadis. L'analyse de Spielberg est toujours pertinente sur les films de super-héros par exemple. Va-t-on donc vers un déclin de ce genre de films? Après, certains films ont floppé malgré leur qualité, je pense à Babylone ou Donjons et Dragons par exemple, mais cela envoie un message fort. Damien Chazelle a un public de niche de la même façon que Ari Aster ou Xavier Dolan, et ce n'est pas étonnant que ce dernier fasse une pause remettant en cause son œuvre malgré sa qualité. Donjons et Dragons, on peut l'analyser différemment, peut-être la bande-annonce mal construite ou encore sa communication qui était quelque peu inexistante. Pour ce qui est de la fin d'année, en tout cas l'avenir, les projets les plus attendus restent assez alléchants. Dune nous offrira sa deuxième partie et Christopher Nolan revient sur un film où il est obligé de donner un nom à son personnage principal. Nous n'avons pas vu ça depuis 2014. Même Scorsese veut nous offrir une nouvelle histoire. J'ai même entendu dire que David Fincher nous reviendra avec The Killer. Tom Cruise s'était offert une place de choix dans le box-office de l'année dernière avec l'excellent Top Gun Maverick. Il ne serait pas étonnant qu'il soit encore le roi cet été. J'ai pas cité non plus Barbie qui semble être le projet le plus what the fuck, qui ne m'intéresse pas du tout, désolé, mais qui a le mérite au moins d'être créatif rien que dans sa bande-annonce, ce qui peut attirer en effet. Et de l'autre côté, on sent directement les flops arriver comme Blue Beetle, que tout le monde se fout sur internet, The Marvels qui est déjà mort-né, ou encore Aquaman 2 qui va exister mais dans un univers qui est déjà arrêté ou même enterré. Même James Wan ne semble plus y croire. Et on a en droit de s'interroger également sur cette nouvelle grève qui a frappé Hollywood ces derniers jours. Oui, les scénaristes sont en grève déjà, mais les acteurs ont rejoint le mouvement. À Hollywood, les acteurs rejoignent les scénaristes dans la grève, une première depuis 1960. Mais attendez, je vais quand même préciser mes dires, il y a aussi également donc les acteurs qui n'étaient pas entrés en grève depuis les années même 80, puisque les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner carrément leur voix et images. L'entrée en grève des acteurs va porter un sacré coup à l'industrie. L'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, AMPTP, qui représentait les studios de la plateforme de streaming dans les négociations, s'est dit très déçu de leur échec
échec. Le patron même de Disney, Bob Iger, a même fustigé les exigences irréalistes sur la chaîne CNBC. Depuis mai, les seules productions qui ont décidé de tourner le font sur la base de scripts déjà terminés au printemps sans pouvoir les modifier. C'est notamment le cas du préquel du Seigneur des Anneaux, financé par Amazon, la série des Anneaux de pouvoir. Après, vous imaginez, sans les comédiens, les tournages ne seraient tout simplement plus possibles. Seuls quelques talk shows et émissions de télé-réalité pourraient se poursuivre. La double grève confirmerait la crise existentielle qui frappe actuellement Hollywood. Fin juin, des centaines d'acteurs célèbres, parmi lesquels Mary Streep, Jennifer Lawrence ou encore même Ben Stiller, ont signé une lettre estimant que leur industrie était à un point d'inflexion sans précédent. Depuis une dizaine d'années, l'avènement du streaming a bouleversé les rémunérations résiduelles des acteurs et scénaristes découlant de chaque rediffusion d'un film ou d'une série. Intéressant avec la télévision car calculé en fonction des tarifs des publicités. Évidemment, les cachets sont bien moindres avec les plateformes de streaming qui ne communiquent pas leurs chiffres d'audience, c'est assez malin de leur part d'ailleurs, qui paient un forfait indépendamment du succès. Alors là, on parle d'acteurs célèbres certes, mais la plupart des acteurs ne le sont pas. Il faut savoir que majoritairement, la plupart des acteurs et scénaristes sont des secteurs très pauvres, contrairement à ce que Hollywood met en avant avec ses paillettes. Sans ces revenus essentiels pour absorber les périodes d'inactivité entre deux productions, les nombreux travailleurs qui n'ont pas le statut d'acteur ou même auteur star dénoncent une précarité de leur métier. Le développement rapide de l'IA qui menace de les remplacer ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Disney a par exemple eu recours pour reproduire ou produire le générique de sa nouvelle série Marvel lancée en juin, Secret Invasion. À New York, jeudi, plusieurs acteurs étaient déjà sur les piquets de grève. C'est douloureux et c'est nécessaire, a expliqué l'AFP Jennifer Van Dyck, une actrice syndiquée. Quand le patron de Disney gagne 45 millions de dollars par an et que nous demandons juste un salaire décent, je pense que ce sont eux qu'on peut accuser d'être déraisonnables. Et encore une fois, cette situation me ravit. En effet, la plupart des IA sont déjà sur les scénaristes. Si on regarde bien les productions de Netflix, on observe déjà que c'est un mélange de ce qu'on connaît déjà. Une IA va reproduire et non pas inventer, et c'est ça le problème. En tout cas, j'espère que cette grève ira dans le bon sens et que les productions, encore une fois, vont se remettre en question. En plus des flops annoncés déjà sur le début 2023. Il est grand temps que les studios passent à la créativité, développent des scénarios qu'on n'a jamais vus, notamment aussi des effets ou des mises en scène encore plus élaborées. On a eu le cas cette année. Je pense à Aftersun, notamment de Charlotte Wells, mais également aussi Across the Spider-Verse, qui lui explore un genre qui est, pour Hollywood, assez facile, à savoir les super-héros. Comme quoi, on peut toujours aller plus loin dans la démarche. Même si les studios semblent tout puissants, il faut savoir que la dernière grève des acteurs avait engendré 2 milliards de pertes pour les studios, pour à peu près 100 jours de grève. Les studios ont tout intérêt à changer. Je peux très bien me tromper dans cette analyse, après tout, ce n'est pas qu'une pensée unique. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. To warn you